Épisode 15. Déjà? Épisode 15. 15 épisodes. 15 épisodes. Salut, petite Jeanne. Salut, ça fait longtemps qu'on s'est Ben pas oui. vu, hein? Donc, on a enregistré plusieurs épisodes, toujours la même chose. Mais ça serait le dernier, si je me trompe pas. Ça serait le dernier. Ouais, ben, on pourra en faire beaucoup d'autres, mais ça va être le dernier de cette série-là. Mais ce ne sera pas le dernier sur la chaîne. C'est ça. C'est sûr. Donc, aujourd'hui, on parle de... The Landing Zone. Et tabarnouche, qu'on risque de l'échapper, hein? Ouais, On va essayer de faire ça en dedans d'une demi-heure. Parce que c'est un sujet passionnant. Donc, encore une fois, mon nom est Jenny Belmonceau, architecte de solutions Azure et directeur du centre d'excellence Azure chez Cofomo. Et mon nom est André Girard, je suis architecte intégrateur infonuagique et directeur du centre d'excellence AWS chez Cofomo aussi. Donc, aujourd'hui, on va parler essentiellement de gouvernance. Donc, on est dans la colonne gouvernance. On va parler un peu de l'enterprise scale, les blueprints, Landing Zone. puis un peu de... On parlera au travers de ça ok. de Bicep un peu aussi quand même. Oui, C'est une série c'est Bicep sûr. après tout. C'est sûr et certain. C'est drôle, hein? Ah, vas-y avec celle-là, avant. Ben, encore une fois, pour vous rappeler que les codes de nos démos, de nos sessions sont sur notre GitHub public. Je vais te raconter une petite anecdote, puis ça, tu l'as déjà entendu. Il fut plusieurs années. À un moment donné, je vais chez un client avec un autre collègue, puis c'était à l'époque où est-ce que tout ce qu'on va vous présenter là n'existait pas. Puis le client nous a demandé, ah c'est beau, on pensait impressionner le client en lui montrant qu'on connaissait Azure, puis on savait comment ça marchait techniquement. Puis là, le client nous a regardé, puis il a dit, moi là, j'en fais déjà un peu du cloud, mais je suis en train de perdre le contrôle. Je ne sais plus qui fait quoi dans l'environnement, ça me coûte cher. Puis là, il dit, comment je fais la gouvernance, comment j'opère ça efficacement, puis que je peux ne pas perdre le contrôle. Puis moi et mon collègue, on s'est mis à siffler comme des épées puis à regarder le plafond. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose pour nous aider dans la plateforme d'Azure pour faire ça. Maintenant, puis quelques mois après, a sorti les blueprints Ouais. qu'on va voir aujourd'hui et d'autres technologies par après qui fait qu'on peut répondre intelligemment à cette question-là maintenant. Là, on remonte à au moins 4 ou 5 ans. Là. Non, plus que ça, beaucoup Même plus que plus que ça. Ouais. Bon, OK. Ça fait longtemps. Ça te rajeunit pas, mais bon. Non, ça me rajeunit. Mais effectivement, il y avait beaucoup de taponnage à l'époque avant que des solutions arrivent pour justement adresser ce problème-là. Ah, ouais. Donc, c'est quoi une landing zone? Donc une landing zone, aussi connue sous le nom de zone d'accueil ou zone d'atterrissage, donc c'est des termes que vous risquez d'entendre, mais sachez que ça veut dire la même chose. Toute la même chose, ouais. Okay. C'est quoi? En fait, c'est une structuration de votre environnement Azure ou environnement cloud en général. On s'entend que ce n'est pas spécifique à Azure. Le terme landing zone, vous pouvez l'entendre chez AWS, vous l'entendrez chez d'autres fournisseurs de cloud aussi. Okay? Donc, c'est vraiment une structuration de votre environnement cloud. Pourquoi? Pour répondre justement à ce que tu mentionnais tout à l'heure, c'est tous les besoins de savoir qui fait quoi, qui a les permissions sur quoi, qu'est-ce qui consomme X ou Y montant, puis comment est-ce que je restreins les permissions, les accès, etc. aux différentes parties, si vous voulez, de mon environnement. Okay. Donc, une landing zone permet justement, ou ça devrait être, j'ai envie de dire, en fait, la fondation de tout projet d'adoption du cloud. Que ce soit pour un projet de migration, modernisation, de cloud native ou autre, vous devriez avoir une landing zone. Okay? Comme on le verra un peu plus loin. Une charge dans le cloud devrait avoir une landing zone. Exact. Puis comme on le verra un peu plus loin, vous n'avez pas besoin d'avoir une landing zone ça de large pour avoir une seule charge. La landing zone aussi est évolutive. Puis vous devriez la voir comme évolutive. Sûr qu'il y a un MVP. Il y a un absolu minimum qu'on doit mettre en place pour des raisons surtout de sécurité, de gouvernance. Mais même cette section-là peut évoluer avec le temps. Puis c'est ça le truc, c'est qu'on comme on va le voir un peu plus loin, si vous regardez le modèle de base, le MVP versus la grosse solution AdventureWorks, on s'entend que c'est des solutions qui sont à des années-lumière en termes de mise en place, mais ça adresse des besoins différents. Okay? Autre facteur important à garder en tête, c'est qu'une landing zone ne fait pas de distinction entre du IaaS et du PaaS. Parce que ça, on l'a entendu souvent.
Ah non, nous, on n'a pas besoin de landing zone, on fait du pass. On fait du pass, pas de landing zone. Non. Même si vous faites du pass, vous avez besoin d'une landing zone. OK? Une landing zone est souvent... Parce qu'une landing zone, c'est pas de la réseautique. Exact. La réseautique, c'est une partie de la landing zone. Exact. C'est un excellent point que tu amènes parce que c'est souvent l'argument principal que les clients nous amènent pour comme se dispenser de landing zone. Nous, on fait du pass, on n'a pas de réseautique, on n'a pas de VNet, de subnet, on n'a pas de... Pas d'express route. Oui, d'accord. Mais la landing zone, comme tu viens de le dire, c'est pas dédié à la réseautique. Il y a une portion réseautique, mais c'est pas que de la réseautique. Et une landing zone est souvent composée de plusieurs abonnements Azure. Okay? Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre en place une landing zone si vous n'avez qu'un seul abonnement? Vous pouvez le faire. Mais Microsoft vous recommande d'avoir minimalement 2 abonnements. Ouais. Vraiment le strict minimum. Dans un MVP, vous devriez avoir 2 abonnements. Ouais. Pourquoi ai-je besoin d'une landing zone? C'est facile d'adopter le cloud, pas besoin. C'est ça. Je me crée mon compte Azure, je mets ma carte de crédit, je commence à créer des ressources, puis pouf, voilà, j'ai mes charges de travail dans Azure. Ça marche. Hein? Ça marche? Oui, ça marche. Mais la journée où est-ce que quelqu'un fait quelque chose de pas correct, puis qu'on s'en rend pas compte tout de suite, puis que ça fait 100 jours de ça, OK? Puis que là, tu vas aller voir dans Azure, dans le contrôle d'Azure Monitor, puis là, tu vas voir, ben non, il ne s'est rien passé, je vois rien. Donc déjà là, on voit qu'il y a un trou de sécurité. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Il y a un minimum de services de gestion qui ne sont pas là en place pour nous permettre de voir qu'est-ce qui s'était passé. Là, on sous-entend le log analytics dans ce cas-là, dans cet exemple-là. Puis ce qui est aussi intéressant, c'est que contrairement à l'expérimentation, vous dire, OK, le cloud me coûte trop cher, vous avez juste à déliter toutes vos ressources et dire, c'est bon, là, j'arrête les frais. Mais si vous créez votre compte Azure pour des besoins d'entreprise, puis qu'avec le temps, le cloud prend une place prédominante dans votre entreprise, au sens de votre business, okay? C'est-à-dire vos services d'affaires sont très fortement dépendants du cloud, vous ne pouvez pas dire, je vais juste tout supprimer, puis c'est bon, j'arrête les frais. Voilà. OK, donc là, vous allez être en mode panique. OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me coûte cher? Où est-ce que se situe la faille de sécurité? Puis vous allez être en mode panique et en mode réactif plutôt que proactif. La landing zone vous permet justement d'être dans ce mode-là proactif, de savoir que ce que vous déployez sur Azure, vous êtes confiant que c'est basé sur des bonnes pratiques de gestion, de gouvernance, de sécurité et d'opérationnalisation. Yes. Donc, qu'est-ce qui compose une landing zone? Il y a plusieurs éléments qui composent une landing zone. Bien sûr, dépendamment de la taille et de la configuration de votre landing zone, vous pourriez avoir certains éléments plutôt que d'autres. Okay? Vous n'êtes pas obligé de tout avoir. Mais principalement, vous allez avoir l'inscription de l'entreprise. Si vous êtes une grosse entreprise, on parle d'Azure Agreement, là, dans ce cas-là, qui utilise massivement le cloud. Vous allez vouloir, plutôt que d'utiliser une carte de crédit puis payer par carte de crédit, vous allez vouloir souscrire à un Enterprise Agreement, ou en français à une inscription d'entreprise. Vous allez bien évidemment vouloir avoir une gestion, une fédération des identités, par exemple avec un Azure AD. Un Azure AD. Okay. Pourquoi? Tout simplement pour avoir une seule source d'identité pour gérer autant vos actifs sur site que dans le cloud. Mais quand je parle dans le cloud, c'est autant les accès aux applications que la gestion de l'environnement. Vous allez fédérer tout ça, ne pas avoir 5 comptes différents pour gérer votre environnement. Exact. C'est plate. Vous voulez avoir aussi une organisation de vos ressources. Donc, vous allez avoir probablement des management groups, soit par département, soit par type d'actifs. Vous allez avoir une connectivité, une topologie réseau. Donc, justement, la fameuse réseautique, si nécessaire. Puis vous voyez ici, on a 8 éléments à l'écran, puis il n'y en a qu'un seul qui couvre la réseautique. Donc, c'est un parmi tant d'autres. C'est pas que de la réseautique, une landing zone. On a bien sûr tout ce qui touche à la continuité des activités et la reprise après sinistre, le fameux... Les backups. C'est ça. Les backups, les environnements de relève, actifs, passifs, etc. Donc tout ça, vous allez vouloir le penser. Vous allez avoir bien évidemment des domaines de gouvernance. Donc comment vous allez gérer votre gouvernance? Vous avez des équipes SecOps, FinOps, CloudOps, etc. Mais ça, vous voyez, ça va au-delà de ça, ça va au niveau de d'application de politique
Aussi, pour exactement. contrôler ce qui se fait, parce que c'est pas juste de la gouvernance avec un grand G. Là, ici, on parle vraiment de la gouvernance opérationnelle. Exact. Et vous allez vouloir, par exemple, avoir des options de déploiement. Ok, parce que vous savez que dans l'info nuagique, vous avez 50 000 options de déploiement. Vous pouvez faire par exemple, du GitHub Integration, puis à chaque fois que vous faites un commit dans votre code, votre repo de code, ça se rend jusqu'en production. Mais vous allez vouloir probablement, vous pouvez faire par du FTP, par du SSH, vous avez plusieurs mécanismes. Vous allez vouloir probablement standardiser, puis ou limiter. C'est ça, contrôler comment gérer ces options de développement. Ça ne veut pas dire les barrer ou juste focuser sur une, mais au moins savoir comment vous le faites. Les bases de référence d'activité aussi, là, ça va au-delà de ce qui se passe dans juste le cloud comme tel, là, la mise en place d'un CEI. Souvent, quand on fait une mise en place de landing zone, on va aider le client aussi à mettre en place son centre d'excellence à lui, puis sa façon de gouverner le cloud en dehors de juste l'aspect technologique de la plateforme. Parfait. Ça rentre indirectement dans le landing zone. Puis vous voyez, quand on vous disait tantôt que la landing zone est évolutive aussi, vous voyez sur le côté gauche une landing zone minimale, donc avec l'absolu minimum, le fameux MVP auquel je faisais référence. Puis on voit qu'on a un log analytics avec une key vault, puis probablement un compte de stockage pour justement repousser les logs plus anciens dans ce compte de stockage-là. Okay? Puis on a un Azure AD pour fédérer nos identités. Okay? Et tout ça est mis avec des Azure Blueprint. Donc, on est capable de le faire sans faire 0 ligne de bicep. Là. Exact. Seulement qu'avec les blueprints qui sont comme voyez-le comme des façons simples de déclencher de la mise en place automatisée, standardisée. Pour certains cas, même, c'est plus pratique que des scripts bicep et tout le reste. On l'utilise ici chez nous pour rapidement avoir un bouton pour nos gens d'infra ou plutôt nos gens d'opération pour qu'ils soient capables de donner des environnements d'essai à quelqu'un. Il pèse seulement sur un bouton, ça affiche 2-3 questions, il remplit ces questions, c'était pour qui, c'est quoi son adresse de courriel. Puis ça, il génère tout son environnement de test. Puis ça vient le gouverner avec, ça empêche de faire des ressources qui sont trop dispendieuses là-dedans. Ça restreint aussi dans les régions, par exemple, où est-ce qu'on peut déployer des ressources. Il y a plein de règles, de policies, comme tu disais tout à l'heure, qui régissent ça. Mais normalement, on fait ça de façon beaucoup plus globale, puis c'est justement la landing zone qui vient faire ça. C'est ça. Puis vous voyez à l'autre bout, à l'autre extrême, si vous voulez, du spectre, là, on a une landing zone de type Enterprise Scale. Et puis ici, vous voyez qu'on a beaucoup plus de structure, mais aussi beaucoup plus de ressources qui sont impliquées là-dedans. Vous n'avez peut-être pas besoin de ça au jour 1, mais au fur et à mesure que vous allez adopter l'info nuagique, vous allez vouloir vous rendre vers ça parce qu'il y a clairement des avantages pour votre organisation d'aller vers ce modèle-là. Là, tu parles d'Enterprise Scale, puis on sous-entend que le monde sache de quoi tu parles, mais c'est que Microsoft a mis en place un projet GitHub dans lequel il y a une base de code qui, elle, est en ARM et qui permettait de déployer un modèle de landing zone en activant ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Donc, ça peut être une toute petite comme ça peut être une grande. C'est pour ça qu'ils l'appellent Enterprise Scale, une entreprise qui peut s'agrandir. C'est un modèle à l'échelle qui peut grandir. Par contre, il y en a une nouvelle qui est en bicep, qui est disponible. Oui, exactement. Moi, j'ai travaillé juste avec les 2 premières options. On va en parler dans les prochaines minutes. Donc, c'est ça. Voyez-le vraiment comme des landing zones qui évoluent vraiment avec les besoins de l'entreprise. Donc, plus votre entreprise va consommer de l'info nuagique, plus ces landing zones-là vont devoir évoluer. Donc, plus tu as des CT charges de travail, plus tu en as, puis plus on voit que les services communs en barre bleu foncé ou noir et bleu pâle, on voit que ces services-là aussi peuvent se décupler, puis là, même rendus distribués, on peut dupliquer certains de ces services d'entreprise. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez donc, qu'on peut avoir même plusieurs zones d'atterrissage pour des charges différentes. Et puis ça se reflète même dans les accélérateurs, ce qu'on appelle les accélérateurs que Microsoft met à disposition. Vous pouvez voir ici, par exemple, les services d'entreprise qui sont sur une landing zone. Mais ici, j'ai mes postes de travail virtualisés qui, eux, ont leur propre landing zone. OK? C'est bon.
comment puis-je mettre en place une landing zone? Donc, on a le volet bien évidemment manuel dans le portail. Rien ne nous empêche d'aller le faire en clic dans le portail. C'est sûr que c'est la façon à proscrire, mais ça reste possible. On a les blueprints, comme tu l'as mentionné, qui est essentiellement pour des besoins, on va dire, plus, j'ai envie de dire plus petits, mais j'ai envie de dire plus restreints. Plus restreints, oui. OK. On a des accélérateurs de Microsoft, dont tu as mentionné, et on a quelque chose de vraiment complètement configurable et contrôlable par l'organisation, qui est de faire du bicep pur, par exemple, du React. OK. Donc, si on regarde rapidement à quoi ressemble un blueprint, vous voyez ici, c'est un ensemble, en fait, autant de templates qu'on peut mettre en place, mais aussi de policies qu'on peut forcer. Par exemple, une policy peut dire c'est quoi les régions dans lesquelles je peux déployer, c'est quoi les SKU de VM que j'autorise. Okay? Puis je peux aussi dire... on peut forcer des installations via des templates. Exactement, c'est là où je m'en allais. Là, tu vois, on veut déployer une VNet. On veut déployer notre Azure Migrate. Donc, on force ces installations-là. Les fameux services de base, on peut les forcer. Il y a aussi une chose qui est très importante de savoir, c'est que si on force quelque chose par un blueprint, il y a seulement la personne qui a le droit sur le blueprint qui peut enlever. Bon, tout dépendant comment on le configure, on peut installer par blueprint puis laisser n'importe qui le modifier ou même le supprimer par après, mais on est capable de le forcer pour que ça... C'est exact. On peut appliquer un lock dessus, dépendamment du type de lock. Donc, ici, c'est l'Enterprise Scale. Oui, ici, on est rendu dans l'Enterprise Scale. Puis, vous voyez ici, l'Enterprise Scale, ça regroupe différents modèles. Donc, vous voyez, le plus petit, c'est Wingtip. Le plus gros, c'est Adventure Work. Okay? Puis, ils ont chacun des topologies différentes. Là, la slide ne doit pas être à jour parce qu'il y en a plus que 3. Oui, ils ont mis à jour. Avec le temps, il y en a eu exact, il y en a des nouveaux là qui sont apparus. Mais ça n'empêche que chaque modèle ici répond à une topologie spécifique. C'est ça. Puis ici, Microsoft met à disposition ce qu'on appelle un accélérateur. Donc, si vous cliquez là-dessus, Deploy to Azure, ça va vous emmener dans votre environnement Azure. Et éventuellement vous demander de vous authentifier avec votre compte. Puis ça va vous donner une série d'écrans dans lesquels vous allez sélectionner des éléments, soit via des checkbox, des radio-boutons, des drop-down ou des champs à saisir, donc pour saisir certaines valeurs. Ouais. Puis ça va ultimement vous mettre en place une landing zone en fonction de ce que vous avez demandé. Puis vous voyez ici par exemple le fameux Landing Zone Accelerator, vous avez différents éléments. Donc la configuration de base, comme on le mentionnait tout à l'heure. Tout ce qui est le volet gestion, sécurité et gouvernance. Tout ce qui est le volet automatisation. Okay? Tout ce qui est la topologie réseau, l'identité. Puis pour chacun de ces écrans, vous allez avoir différentes questions auxquelles vous allez devoir répondre. Puis même au début de chaque écran, dans certains cas, il y en a qui sont obligatoires, mais il y en a que, comme topologie et connectivité, tu peux décocher ça. Puis si tu n'as pas de réseautique à mettre en place, ben, tu ne mets pas cette section-là. Exactement. Mais l'idée derrière ça, c'est de dire que c'est vraiment, on va dire, interactif. Vous avez un écran que vous avez sélectionné. C'est un wizard, okay? Un assistant. Ça, c'est son avantage. Son inconvénient, c'est que c'est un wizard. Exactement. Et c'est un one-shot. Donc là, par après, il y a des étapes qui permettent d'aller extirper ce qui a été mis en place pour en faire du code réutilisable, mais c'est pas aussi souple que si vous prenez l'option plus bicep naturelle, complète, où est-ce qu'on crée notre landing zone à partir de zéro. Exactement. Puis justement, en parlant de ça, on arrive à la landing zone bicep. Donc Microsoft a sorti une landing zone en bicep. Donc c'est vraiment du code bicep pour mettre en place les différents éléments. OK? On va aller le voir. OK? Puis, juste mettre un petit bémol. Oui, il y en a une fournie par Microsoft. Dans certaines organisations, en particulier du niveau gouvernemental, il peut y avoir des organismes centralisés qui offrent des landing zones standards pour les différentes parties de l'organisation. Donc, ça, c'est toujours à vérifier s'il n'y en a pas déjà une de disponible pour vos besoins. Il y a un autre accélérateur qui, lui, est vraiment pour une landing zone pour vos postes virtualisés sous AVD, par exemple. Okay? Donc, vous vous rappelez, lorsqu'on montrait l'évolution en fait, de la landing zone, je vous avais dit que vous pouvez avoir différents types de charges de travail qui ont leur landing zone.
OK. Donc, par exemple, rien ne m'empêcherait d'avoir une landing zone pour mes postes virtualisés, puis une autre landing zone pour mes charges de travail. C'est possible aussi. Et il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres accélérateurs. En l'occurrence, vous voyez, par exemple, si vous avez des AKS comme des clusters de conteneurs, vous pouvez utiliser ce landing zone-là pour mettre en place votre environnement conteneurisé. Si vous utilisez plutôt OpenShift, vous avez aussi un landing zone, un accélérateur qui vous aide à mettre en place la landing zone pour supporter ce cluster-là sous Red Hat OpenShift. Sais-tu si à toutes les fois il duplicate tous les services plus purement gestion comme les policies puis tout ça, ou il touche pas à ça, il fait juste la partie landing zone type? Ça serait à valider. Hein? J'ai envie de te dire que par défaut, il va probablement tous les déployer, mais vu que c'est du code bicep, tu peux jouer dedans pour désactiver certains éléments que tu ne veux pas. Au pire, allez, inspirez-vous de ces codes-là pour les fusionner, pour être capable d'en faire une pour vous. Là. Exactement. Parce que je vois mal dupliquer certains éléments, ou est-ce que vous allez juste payer? Non, c'est vraiment pas une bonne idée, en fait. Effectivement. En fait, au-delà juste de payer en double, c'est que tu n'as pas la centralisation, en fait, de cette gouvernance. De cette gouvernance-là. Donc, si on revient à la landing zone en Bicep, qui est fournie par Microsoft, quels sont les éléments à mettre en place? La première chose, c'est qu'on va vouloir probablement mettre en place une structure de management group. Ensuite, on va vouloir déplacer ces abonnements sous leurs management group respectifs. On va vouloir mettre en place des airbags, des permissions airbag pour gérer la sécurité, l'accès à ces environnements-là. On va vouloir mettre en place des policies pour gouverner en fait qu'est-ce qui est possible versus qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Qu'est-ce qu'on ne peut pas installer, mais aussi des règles de sécurité comme PBMM qui est un standard assez courant pour le gouvernement canadien puis québécois. Exact. Puis ça pourrait être d'autres standards comme NIST pour l'entreprise privée. Là. Exactement. Puis on va vouloir ensuite mettre en place la réseautique. Par exemple, si on adopte un modèle hub-spoke, on va vouloir mettre en place la réseautique entre le hub et les différents spokes. Puis ensuite, on voudra bien évidemment déployer autant les zones de gestion que la zone d'identité. OK? Peut-être juste une petite mention que les policies s'appliquent soit au niveau des souscriptions, mais bien souvent, ils sont appliqués au niveau des management groups. Oui, effectivement. C'est ça qu'on fait des groupes de gestion pour être sûr et certain qu'on contrôle un ensemble de souscriptions ou d'abonnements avec des règles qui sont communes pour tous en fonction si c'est des environnements de prod ou d'essai ou d'une partie de l'entreprise ou d'un autre. Là, il y a plusieurs modèles possibles. Puis ça se cascade en fait. Plus vous le mettez haut, plus ça se reflète sur les éléments en dessous. Puis c'est intéressant ce que tu viens d'amener. C'est que vous allez probablement avoir des policies qui sont différentes dépendamment du type d'environnement. Exact. Si vous avez un environnement de lab, vous allez probablement vouloir plus de souplesse qu'un environnement de prod. Mais limiter les forces de SKU, exemple, pour les machines virtuelles. C'est ça. Vous voulez quand même laisser une certaine souplesse parce que vous voulez que les gens expérimentent, testent des choses. Okay? Par contre, en production, tu ne voudras pas limiter les SKU. Exact. Mais tu peux limiter les services. Pour ne pas avoir certains services que tu veux pas. Et ou les régions. Puis en environnement d'essai ou de développement, là, tu vas limiter les services et les SKU. Exact. C'est bon. Donc là, maintenant, qu'on sait ce que c'est une landing zone, à quoi ça sert, puis comment la mettre en place, la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on la met en place? Est-ce qu'on doit la mettre en place au jour 1 ou jusqu'à ce qu'on ait fini notre première charge, adoption du adoption. C'est ça. Donc en fait, là, il faut trouver, je vous dirais, le moment opportun. Okay. Le juste milieu. Exactement. Si vous la mettez en place trop tôt, donc du moins vous êtes trop rigide, si je peux m'exprimer ainsi, au niveau de votre gouvernance trop tôt dans le processus, vous allez atteindre ce qu'on appelle le analysis paralysis. C'est que vous allez c'est tellement long de faire l'analyse de tout ce qu'on a besoin pour vouloir tout gouverner, il faut tout analyser. Donc, pendant ce temps-là, tu ne déploies rien. Puis le pire là-dedans, c'est que c'est tout ce qu'on aura besoin aussi. Oui, c'est ça. C'est ça aussi qui est long. C'est d'anticiper sur qu'est-ce qu'on a besoin. OK? Donc, normalement, on essaye d'éviter ça. Le problème, c'est qu'on ne se rendra probablement jamais à notre première charge. OK. Mais si on laisse trop tard, donc on est rendu avec des centaines de charges de travail, puis que là, on décide de dire, OK, maintenant, on applique notre landing zone. Alors, tu vas avoir des centaines de non-conformités puis de choses qui ne sont pas en ligne avec les règles que tu as mises en place. Exactement. Puis il y aura probablement certains cas
où vous n'aurez pas d'autre choix que de supprimer vos ressources pour les recréer de manière conforme. Mhm. Et les supprimer, comme je disais un peu plus tôt, c'est que si vous êtes dans un mode où votre entreprise ne peut pas se permettre de perdre cette ressource-là parce que vous allez perdre votre business, Mhm. ok, mais là vous allez dire, tant pis, je le laisse tel quel. Il n'est pas conforme, mais je le laisse tel quel, puis là Ok. vous vous mettez à risque. Donc vous savez trouver le juste milieu. Ok. Puis Landing Zone, en fait, se retrouve sous la section Ready du Cloud Adoption Framework. Donc si vous voulez en apprendre plus sur les Landing Zones, on vous recommande fortement d'aller consulter la section Cloud Adoption Framework sur le site de Microsoft. Moi, je conseillerais aussi, si les gens veulent en apprendre plus sur les landing zones, ça serait de souscrire à la chaîne Run at Cloud, parce qu'éventuellement, évidemment, qu'on va en reparler. Et ça pourrait être un bon endroit pour pouvoir rester à la page sur ce sujet-là. C'est un sujet qu'on aime bien. Exactement. Au niveau des landing zones. Donc merci beaucoup. Ça fut très intéressant. Ouais, c'est une belle série. Puis oui. On arrive pas mal au bout de la série. Bien content que la série, on a réussi à la mener. Bon, ça nous a pris au moins un an. On a commencé en septembre l'année passée, je pense. L'année passée, ça veut dire que ça a pris plus qu'un an. On voit qu'on a beaucoup de temps à consacrer aux séries comme ça, mais on n'a pas abandonné. Mais celle-là était ambitieuse, là. 15 épisodes quand même là, en un an, c'est quand même pas pire. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette série d'épisodes sur Bicep, puis je vous invite à continuer à nous suivre sur la chaîne parce qu'il va y avoir d'autres passionnants sujets qui vont certainement être traités, autant du côté Microsoft que du côté AWS. D'autres séries à venir. Ah oui, c'est sûr. Donc, souscrire à la chaîne, petit pouce, puis cliquez sur la cloche pour être informé des nouvelles séries, nouvelles saisons. Merci. Bye. Prochaine.